L'année 2011 est une année du calendrier grégorien. Dernière année avant la fin du monde, 2011 aura été marquée par la guerre civile en Libye, le mouvement Occupy Wall Street, la mort d'Oussama Ben Laden, l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn et l'inauguration du tramway de Reims. Et en 2011, je n'aurais pas pu me faire sponsoriser cette vidéo, parce qu'en 2011, NordVPN, ça n'existait pas. Ouais, en fait, la compagnie a été créée en 2012. Et avant sa création, eh bien, à l'époque, c'était quand même assez dur. Souvenez-vous de l'année 2011, à quel point elle était triste et terrible. Nous disposions de beaucoup moins de moyens pour nous protéger contre les logiciels espions, faire face aux collectes de données ou naviguer de façon privée. Ah, quelle misère c'était, mes amis. Hey, comment ça va, toi? Ça va pas, je viens encore de me faire tracer mes données confidentielles par un logiciel espion. C'est la 3e fois cette semaine. Si seulement il existait une sorte de service de réseau privé virtuel qui permettrait de créer un tunnel sécurisé entre nous et Internet. Toi, un service qui aurait plus de 5200 serveurs dans 59 pays du monde, une vitesse ultra rapide et une bande passante illimitée. Ouais, et qui offrirait un service client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et la possibilité de sécuriser 6 appareils. Je t'en fais la promesse, si dans le futur un tel service existait, je ferai en sorte qu'il me sponsorise et qu'on puisse accéder à une promotion avec le nom promotionnel Mad Dog Video. Mes amis, quelle idylle, quelle utopie même. Je souscrirai à votre service, mais à la seule condition que cela aide à voir n'importe quel film de n'importe quel pays, peut-être en arrivant à contourner la géolocalisation de Netflix. C'est quoi Netflix? Bref, 2011 c'était il y a 10 ans, et il y a 10 ans, il y avait des mèmes internet. Donc voilà, c'est la 3e année consécutive où je vous fais le coup. On va revenir dans le passé, 10 ans en arrière, et se souvenir des mèmes marquants. Enfin, plutôt de ceux que je trouve marquants, hein, ceux qui me semblent refléter l'année et qui ont mis de la joie dans mon petit... Hop. Non. Pas encore toi, non. Voilà, on va y aller progressivement, hein, comme d'habitude, en partant du moins marquant jusqu'à celui que je considère comme étant le plus représentatif de l'année. Et comme on parle de 2011, il y aura 11 lauréats. Allez, c'est parti. Numéro 11, Overconfident alcoolique. Alors, petit disclaimer, cette année, je ne vais pas parler de Rage Comics. En effet, depuis leur naissance en 2008, les Rage Comics voyaient chaque année l'ajout d'un certain nombre de figures à rajouter au roster des expressions à utiliser. Et l'an dernier, j'en avais déjà évoqué 3. Sauf qu'en faisant des recherches, les 2 visages les plus connus qui ont été inventés cette année-là, c'était le You Win This Time, qui est une ressucée de la blague sur les choses vont mieux que ce qu'on croyait, et le Genius, qui est globalement une chute sur la stupidité d'une personne. Pas de quoi s'en relever la nuit. Par contre, les petites BD en 4 cases et mal dessinées ont continué à plaire sur internet. En l'occurrence, ici on parle d'un comic strip tiré du webcomic Completely Serious Comic datant du 9 janvier 2011, où un homme dit « Il n'y a rien de plus drôle qu'un singe en costume ». Un autre, que l'on ne voit pas, lui répond « Et que penses-tu d'un bébé en costume avec un cigare ?» À quoi l'homme semble sans voix, et cette réflexion va apparemment lui causer un choc, puisque la dernière case le montre la tête entre les mains, au milieu de bouteilles d'alcool. Et on sait que ce sont des bouteilles d'alcool parce qu'il y a des petits X dessus. Voilà. Le gag est dans le ton des autres webcomics issus de Completely Serious Comic, qui visent à se moquer des mauvais jeux de mots et des chutes moisies. C'est une sorte d'humour méta sur l'humour lui-même. Enfin, le peu que j'ai pu en lire. Car mis à part une page Instagram qui en recense 7 et un Tumblr non officiel, on ne trouve plus aucune trace de Completely Serious Comic. Le site internet ne fonctionne plus et a été vampirisé par un site de conseil santé bourré de pubs. Son auteur, Jess Nylund, semble avoir été banni de Twitter et lorsqu'on tape son nom, Google vous renvoie à un entrepreneur finlandais. Du reste, le comic strip va être détourné au cours des mois suivants, il suffit juste de changer la bulle du premier homme et la bulle du second pour que l'on voit s'effondrer les certitudes que l'on avait acquises de longue date. Et le comic strip va être détourné avec toutes sortes de licences et de propos, engendrant même une suite où l'homme assassine une personne qui va lui faire une réflexion encore pire. Et on trouve un peu là le père spirituel du comic book sur la vérité déplaisante.
C'est une blague récurrente dans les mèmes internet, celle de la pilule difficile à avaler, de celle du gars qui fait une réflexion en réunion qui ne va pas dans le sens des autres, ou du parchemin de vérité, c'est-à-dire une réflexion qui, en une seule phrase, va déstabiliser celui ou celle à qui elle est adressée. Et pourtant, si votre idée tient en une seule phrase, elle a toutes les chances pour être un bon gros cliché. Ça tient en une seule phrase que tu viens de dire là. Numéro 10. First World Problem. First World Problem est une phrase ironique. Si vous en cherchez le sens sur Wikipédia, elle sera traduite par « problème du premier monde », ce qui est une traduction claquée au sol. Pour mieux comprendre pourquoi, il faut revenir sur la façon dont on catégorise la richesse des différents pays du monde. On qualifie parfois les pays sous-développés de tiers-monde, ce que les Français ont supposé renvoyer aux tiers-états, la couche la plus pauvre de la population avant la Révolution française. Mais en réalité, c'était une réflexion sur la géopolitique de l'époque. En dehors du bloc capitaliste et du bloc communiste, il y avait une troisième catégorie de pays qui n'intéressait personne. Pour les Américains, le terme se traduit par Third World ou Troisième Monde, ce qui leur a fait imaginer qu'il y avait un Second World, les pays en voie de développement, et un First World, les pays développés. Un First World Problem, c'est un problème de pays développés, ou d'habitants des pays développés. C'est un problème de riches, quoi. Si l'expression était devenue un mème internet vers l'année 2005, sa popularité va exploser en 2011, notamment avec une image macro représentant une femme qui pleure et sur laquelle on retrouve différents problèmes complètement anodins. J'ai faim mais je viens de me brosser les dents, je ne retrouve plus le curseur de ma souris parce que j'ai trop d'écran, ou la télécommande est dans une autre pièce de la maison. Parfois cela aussi s'accompagne de la photo du problème en question, cela a même donné lieu à une petite chanson. Mais surtout, il a inspiré plein de dérivés comme Third World Success, c'est-à-dire l'inverse, First World Problem Cat, sur les problèmes ridicules des chats, Overeducated Problem, où un type est triste parce que son savoir est trop poussé, First World Metal Problem, sur les problèmes de métalleux, 90s First World Problem, sur les problèmes ridicules des années 90, qui est d'ailleurs illustré par Dawson en train de pleurer, et 1819 First World Problem, sur les problèmes ridicules du 19e siècle. Bon, après, on va pas se le cacher, c'est assez moralisateur quand même. Il y a un petit peu ce côté énervant du mange ta soupe, il y a des petits Africains qui ont faim. Ça n'est pas en disant qu'il y a pire ailleurs que ça résout le problème. Avec le temps, le même s'est moqué de problèmes de plus en plus ridicules, ou des problèmes concernant seulement les ultra riches. De nos jours, le même a un peu disparu pour être remplacé par celui où un petit Africain regarde de façon incrédule une personne occidentale. En 2011, les Américains avaient aussi un autre problème. Ils avaient peur que Dieu en personne vienne les soulever. Numéro 9. The Rapture. Alors non, je ne parle pas du groupe de musique, mais d'une prédiction de la fin du monde. Et oui, il y en avait certains qui étaient prêts à commencer l'apocalypse avant les autres. Si l'on a tendance à se souvenir des prédictions autour de l'année 2012 et de Bulgarache, certaines sectes apocalyptiques et autres prédicateurs avaient prévu l'avènement de la fin des temps à d'autres dates. C'est le cas de l'évangéliste Harold Camping qui, suite à de savants calculs basés sur la Genèse, en a déduit que le jugement dernier aura lieu le 21 mai 2011, suivi le 21 octobre de la destruction complète de la Terre suite à de puissants séisme. Et ouais, Dieu il est comme ça, il met 5 mois entre le jugement et l'application de la sentence. Du coup, le 21 mai, Harold Camping avait prévu qu'aurait lieu l'enlèvement, dit rapture dans la langue de Shakespeare. Ce moment où Dieu enlèvera 3% de la population mondiale, le taux d'êtres humains qu'il estime être les élus de Dieu, laissant les 97% de la population pécheresse sur Terre pour qu'ils poireautent 5 mois en attendant d'être tués dans la destruction de la planète. Bon, vous allez me dire que des prédictions stupides comme ça, il y a des agités du bocal qui en font tous les jours. Certes, mais Camping était quelqu'un de plutôt suivi, qui avait sa propre chaîne de radio chrétienne qui émettait à travers les USA. Ils avaient même carrément loué des panneaux publicitaires géants pour prévenir les gens de l'imminence de l'enlèvement. Alors évidemment, ça a fait marrer les internautes. Déjà parce que c'est rigolo de penser que des gens vont littéralement s'envoler dans le ciel ce jour-là. Cela inspirera un gag de Cyanide and Happiness qui suppose que si les gens bons sont enlevés pour aller au ciel et les gens mauvais enlevés pour l'enfer, les gens neutres sont envoyés au Nebraska. Cela engendrera une salve de gags imaginant à quel endroit se trouve le purgatoire. Mais surtout, des petits malins se sont dit que c'était le jour parfait pour poser leurs vêtements usagés par terre dans les rues, positionnés de
de telle sorte à faire croire qu'ils avaient disparu sur place. Le lendemain, il y eut aussi de nombreuses blagues sur le fait qu'on avait tous survécu au jugement dernier et à son enlèvement. Je me dis que ça a dû faire bizarre pour Harold Camping et ses fidèles de constater le 22 mai qu'ils étaient toujours sur Terre. Comme toujours, lorsqu'un type annonce un grand truc dont il sait pertinemment que cela n'arrivera jamais, il s'obstinera dans son mensonge et dira plusieurs fois que la date du jugement dernier a été tout simplement repoussée, avant de mourir le 15 décembre 2013. Du coup, c'est malin, on ne sait pas quand ça aura lieu finalement. Numéro 8. Charlie Sheen. Vous vous souvenez, l'an dernier, nous avions parlé de Keanu Reeves qui était assis sur un banc. Eh bien, cette année, nous allons parler d'une autre star et d'un autre banc. Il s'écrit pas pareil. En l'occurrence, parlons de Charlie Sheen, acteur célèbre des années 80 et 90, issu d'une grande famille de stars du cinéma. Début 2011, Charlie est depuis 8 ans dans le casting de la série 2.5 Men, où il touche 1 250 000 $ par épisode, faisant de lui l'acteur le mieux payé de l'histoire de la télévision. Toutefois, suite à ses nombreux excès de drogue, d'alcool et d'autres choses, il finit par être hospitalisé et placé de force en centre de désintoxication début 2011, après une nuit de drogue avec des stars du porno, ce qui ne va pas le calmer. Le 24 février, Charlie Sheen déclare que si la série était arrêtée, c'est parce que les producteurs étaient des connards obsédés par les alcooliques anonymes et qu'il avait lui-même détruit son addiction à 100%. Mais ça n'est rien comparé à l'interview qu'il donnera 4 jours plus tard sur ABC pour montrer qu'il ne se drogue plus. À l'époque, j'en avais fait les sous-titres sur Dailymotion, parce qu'il me semblait que c'était la pire interview de l'histoire de quelqu'un en train de montrer qu'il ne se drogue pas. Did you borrow my brain for 5 seconds and just be like, dude, can't handle it, unplug this bastard, yeah. Some are saying that you're bipolar. Wow, what does that mean? I guess that, you know, you're on 2 ends of the spectrum. Wow, and then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen. I'm bi-winning. I win here and I win there. It's oftentimes says unknown, but occasionally, you know, a giant marquee name comes through on your caller ID and it's like, winning. You know, the last time I took drugs, I probably took more than anybody could survive. How do you survive that? Because I'm me, I'm different. I just have a different constitution, I have a different brain, I have a different heart, I have a different, you know, I get tiger blood, man. Are you worried you're going to relapse? No. Why? Because I'm not going to, period, the end. But how do you I blinked know? and I blinked and I cured my brain. That's how. Everybody has the power just because everybody, you know, can't is the cancer of happen. L'interview fut immédiatement parodiée sur le net, que ce soit les mots Tiger Blood, Winning ou By Winning. Il y eut aussi l'illustration de ces paroles par des photos de chatons ou des captures d'écran d'Animal Crossing. Mais il y eut aussi des parodies vidéo, ces paroles reprises sous forme de rap et l'inévitable chanson de Shmoyoho dans la semaine qui suit. Ce qui était la norme à l'époque. Si ta vidéo se mettait à cartonner, on finissait par voir ta bouille dans un clip de Shmoyoho. Le 1er mars, Charlie Sheen rejoint Twitter. En moins de 24 heures, son compte a déjà 1 million de followers. C'est la première fois qu'une personne atteint ce nombre aussi vite dans l'histoire de la plateforme. Profitant de son nouveau statut de Memlord, il se lance aussi dans des vidéos YouTube filmées depuis chez lui. Ce qui ne fut pas du goût des producteurs de la série 2.5 Men, qui décidèrent le 7 mars de se débarrasser de l'acteur, tuant son personnage et le remplaçant par un nouveau joué par Ashton Kutcher. Et là, coup dur pour les distributeurs français qui avaient traduit le titre de la série Mon oncle Charlie, afin de capitaliser sur l'acteur. Surtout qu'il y aura 4 saisons sans oncle Charlie. Ce renvoi ne servira pas de leçon à Charlie Sheen qui va alors se lancer dans un festival de pétage de plomb multipliant les live vidéos et tweets provocateurs. En avril, il se lance dans un one-man show nommé My Violent Torpedo of Truth qui débutera mal, Sheen n'ayant jamais fini la première de son spectacle après s'être fait huer par un spectateur. Et c'est là qu'on arrive sur un cas d'école de l'histoire des attachés de presse. Ne laissez jamais une star gérer une crise sur les réseaux sociaux par elle-même, surtout si elle a des problèmes de dépendance à la drogue. Parce que ce que les gens venaient voir, ça n'était pas Charlie Sheen, l'acteur, mais le monstre de foire, le type qui était drogué au dernier degré et qui se donnait en spectacle. Avec le temps, ces live vidéos ressemblaient de plus en plus à un spectacle d'autodestruction où l'on regardait les délires d'un mec qui picole face caméra. Le cirque a fini par s'arrêter très vite. Je suppose que quelqu'un a dû lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se calme s'il voulait continuer dans son métier. Si vous regardez ses apparitions publiques ou son compte Twitter depuis plusieurs années, c'est très sage et l'acteur semble avoir mis de l'eau dans son eau quoi. Numéro 7. Scumbag Steve.
Par contre là, on va parler d'un véritable trou du cul. Le 21 janvier 2011, sur Reddit apparaît un personnage vêtu de sa casquette à l'envers, de sa doudoune et vu dans un encadrement de porte que les internautes ont vite surnommé Scumbag Steve ou Steve le sac à merde. Steve, c'est le mec qui rentre chez toi comme il veut, qui emprunte des trucs qu'il ne te rendra jamais, qui invite ses potes à squatter chez toi et qui s'incruste à 25 ans dans des soirées de lycéennes. Très vite vont arriver des dérivés, Scumbag Dog, le chien qui assume pas ses conneries, Scumbag Stacy, la version féminine, Scoundrel Stefano, la version italienne de la Renaissance, avec un mec qui coule ta gondole après te l'avoir emprunté, voire Mubarak Steve, la version égyptienne. Bah oui, en 2011 c'était aussi le printemps arabe et les manifestations en Égypte. La casquette de Scumbag Steve va être tellement célèbre qu'il suffisait à une époque de la coller sur la tête d'une personne pour signifier que c'est un connard. Et certaines parodies vont devenir des mèmes récurrents à leur tour, comme Scumbag DNA, Scumbag Christian et surtout Scumbag Brain, le cerveau qui t'envoie des pensées au mauvais moment ou fait réapparaître les souvenirs que tu voulais enfouir. Le mème était très apprécié et faisait rire un petit peu tout le monde. Enfin, sauf une personne nommée Black Boston. Black Boston est le jeune homme qui a servi de modèle involontairement pour Scumbag Steve. A l'origine, la photo était là afin d'illustrer un album de rap autoproduit de son groupe Beaton Mafia. Boston prit très mal le fait de voir son image utilisée sur le net pour servir d'illustration au pire connard qui soit. Mais avec le temps, il s'y est fait, finissant même par créer le rap de Scumbag Steve et à jouir d'une petite forme de notoriété. Sans transition, nous allons parler de quelque chose d'un petit peu plus musical. Non. On attend encore un peu. Numéro 6. Le time stretch. En 2011, la mode, c'était surtout de prendre son temps. Comme son nom l'indique, le time stretch, ou étirement du temps, est une technique visant à prendre un morceau de musique et à le ralentir à l'extrême. Beaucoup utilisent le ralentissement à 800%, ce qui change complètement un titre et lui donne des airs de rock progressif à la Sigur Rós. À titre d'exemple, la musique que vous êtes en train d'écouter actuellement, en fond de mes paroles, c'est en fait un remix de Je code avec le cul. L'idée naît le 16 août 2010 lorsqu'un musicien de Floride, Nick Pitzinger, prend le tube de Justin Bieber, You Smile, et utilise un logiciel nommé Paul Extreme Sound Stretch, ou PAL Stretch, de sorte à le ralentir à 800%. Le résultat fut vraiment apprécié sur internet, et le remix eut le droit à son petit quart d'heure de gloire, venant surtout de gens qui détestaient Justin Bieber. Mais l'explosion de ce type de bidouillage arriva vraiment en 2011. Le phénomène s'amplifia avec l'arrivée sur Reddit d'un subreddit nommé Air Slow Music. Là-bas, les gens s'y mirent à tout ralentir, du Katy Perry, du Rebecca Black, la musique d'allumage de Windows 95, du Rick Ashley, le générique de X-Files. Des petits rigolos vont même s'amuser, au contraire, à passer du Sigur Rós en l'accélérant à 800%. À la fin de l'année 2011, le groupe Beers in Heaven s'est même amusé à tirer son album I Love You It's Cool à 400 000%, de sorte à ce que l'écoute de celui-ci dure 4 mois. Et bien entendu, on trouve aussi des versions ralenties de la chanson dont je vais vous parler en numéro 5. Numéro 5. Somebody That I Used to Know. Laissez-moi vous parler de la meilleure chanson de l'année 2011. Alors oui, c'est contestable, hein. Pour certains, la chanson la plus mémorable serait Party Rock Anthem de LMFAO, pour d'autres, Someone Like You de Adele, et pour certains, c'est Jeanne de Laurent Voulzy. Chacun ses goûts. Mais pour moi, la plus marquante vient d'un Belge qui s'appelle Wouter. Wouter de Bakker est né le 21 mai 1980 à Bruges. Il n'y restera pas très longtemps vu que ses parents émigrent en Australie lorsqu'il a 2 ans. Doué pour la musique, le petit Wouter, que tout le monde appelle Walter, lance un groupe de musique une fois ado, avant de se tourner vers la musique électronique sous le nom de Gauthier, une variante de Wouter, qu'il change en Gauthier. Il connaît alors un succès à l'international et sort même plusieurs albums et singles, dont le très bizarre State of the Art. Mais sa notoriété explose en 2011 avec la chanson Somebody That I Used to Know, en duo avec une artiste néo-zélandaise, Kendra, qui raconte le sort des ex qu'on oublie et qui utilise un sample de Louise Bonfa et une petite phrase musicale au xylophone assez marquante. Mais surtout, ça l'a fait rentrer très vite dans le crâne.
Mais ce qui va marquer les esprits, c'est son clip, en partie en stop motion, dans lequel le décor et le corps des deux interprètes finit par être colorés par différents motifs, à la manière d'un costume d'arlequin. Le clip sera remarqué et promu sur Twitter grâce à Katy Perry et Ashton Kutcher, encore lui, et dépasse à ce jour le milliard de vues sur YouTube. Et c'est surtout ce clip qui va être parodié par les internautes, que ce soit avec des versions chat et chien, Star Wars, une version Muppet, une avec la voix de Gollum, ou une avec celle des poneys de My Little Pony. Oui, parce qu'en 2011, on voulait mettre des poneys partout. Mais ça, je vais en reparler. Des extraits de la chanson vont se retrouver aussi parodiés en images, comme par exemple la phrase « You don't have to cut me off », sans parler de la réutilisation du fameux maquillage. En janvier 2012, une version avec 5 artistes sur une même guitare va remettre la lumière sur ce morceau. Très heureux que la chanson soit reprise dans le monde entier, Gauthier va même reposter, un an après la sortie du morceau, un montage des différentes reprises sur YouTube. La chanson a même connu un regain d'intérêt l'an dernier lorsqu'elle a été utilisée en mashup avec la chanson Woke Up Like This de Playboi Carti et utilisée en fond sonore du même Lore versus Lore. Quant à Gauthier, il n'a pas refait d'album depuis tout ce temps, ce qui n'est pas le cas de la chanteuse dont je vais vous parler juste après. Numéro 4. Friday, Rebecca Black. Puisqu'on a fait la meilleure chanson de 2011, laissez-moi vous parler de la pire. C'est le 10 février 2011 que sort Friday, vendredi, chanté par une adolescente de 14 ans, Rebecca Black. Avec sa voix autotunée à donf, la chanteuse vante les vertus du vendredi, ce soir génial où elle et ses copains vont sortir le soir, faire la fête et ce sera fun. Pas de quoi fouetter un chat en apparence. Pourtant, aussi étonnant qu'il puisse paraître, celle-ci a grave buzzé sur internet. Parce qu'internet va détester cette chanson. Découverte par le Daily Watt avec la remarque « Maintenant, je n'ai plus vraiment envie d'être en week-end », la chansonnette va attirer peu de temps après sa sortie une grosse foule de haters. Après son premier upload, elle va réunir un taux de pouces rouges assez monstrueux. Ce qui est reproché à la chanson, des paroles assez idiotes. Rebecca nous dit par exemple qu'après vendredi vient samedi, puis après dimanche, une production assez vaseuse et une chanteuse trop jeune qui ne doit sa célébrité que parce que papa et maman ont allongé le pognon. Sauf que là, c'est loin d'être une première. Produire une jeune fille juste pour faire plaisir à sa famille, ça se fait depuis très longtemps. Alors certes, c'est vache pour les très nombreux groupes de musique fondés par des passionnés venus de nulle part, qui ont sué sang et eau pour arriver à se payer une session de studio, mais ça arrive souvent qu'un artiste perce parce que lui ou son entourage ont assez d'argent pour le produire. C'est le cas même quand il n'est pas bon, comme le cas assez extrême de Florence Foster Jenkins, connue pour être la pire cantatrice de l'univers, mais que le mari fortuné a fait monter sur les planches. Histoire qui a sûrement inspiré une intrigue secondaire de Citizen Kane. Mais dans les années 2000, ce qui est encore mieux, c'est de monter une boîte entière sur ce type de production. Pourri, prêt pour faire un hit. Son nom c'est Arc Music Factory et ses fondateurs s'appellent Clarence J et Patrice Wilson. Et contre 2000 à 4000 $ payés par l'artiste, ils s'occupent de faire sortir un disque. La musique est écrite par Clarence J, les paroles par Patrice Wilson, qui fait souvent un petit rap sur les chansons, et ils vont alors produire des artistes débutantes qui ne feront qu'un seul single, comme C.G. Fam avec son Ordinary Popstar, Alana Lee Hamilton avec Butterfly, Britt Rutter avec Without Your Love et Rebecca Black avec Friday. Vu le potentiel nullissime des bousins, tôt ou tard internet allait leur tomber dessus. Manque de peau, il a fallu que ce soit Rebecca qui en fasse les frais. Les internautes se moquèrent de bien des choses, comme la façon de prononcer Friday par Rebecca qui sonne comme Fried Eggs, œufs sur le plat, les paroles idiotes, le passage où Rebecca se demande sur quel siège de voiture elle doit s'asseoir, les copines qui font n'importe quoi à l'arrière-plan, etc. etc. Le clip a été pressé jusqu'à la moelle et toutes les vannes qu'il était possible de faire ont été faites. Évidemment, il y eut droit à des centaines de parodies entre les bad reading lip, l'insertion d'eux-mêmes, la reprise façon heavy metal, elle ou autre. Ma préférée, c'est une version Bob Dylan qui marche étonnamment bien, mais que je ne peux pas vous faire écouter par crainte de réveiller le bot YouTube. Sans parler des petits malins qui ont fait des parodies nommées Saturday ou Sunday, comme par exemple l'église chrétienne communautaire, et il y a même eu une version française nommée Dimanche par Daphné Burki. Vous vous souvenez de Daphné Burki? Ouais, on n'a pas envie de se souvenir de Daphné Burki. Mais le plus intéressant, au fond, dans cette histoire, c'est que celle qui va tirer son épingle du jeu, c'est Rebecca Black elle-même.
Après un conflit avec Arc Music Factory qui vaudra la suppression puis le réupload du clip, la jeune fille va faire en sorte de se sortir de cette image de pire chanteuse de tous les temps. Elle sort alors 2 singles quelques mois plus tard, My Moment et Person of Interest, produits par une vraie boîte et qui sont largement un cran au-dessus. Elle finit par sortir elle-même une chanson nommée Saturday, dans lequel elle se moque de son précédent tube et où on voit un mec chantant les paroles de Friday se faire arrêter par la police. Depuis, Rebecca a multiplié les singles et elle continue de chanter. Alors certes, c'est pas trop de mon goût, mais la production est quand même nettement mieux et celle-ci prouve qu'elle peut chanter sans artifice et sans autotune. Malgré son milliard d'abonnés, elle garde une dent contre son tout premier hit et pour les 10 ans de la sortie de Friday, elle a fait elle-même à 24 ans une version remix troll de son ancien tube. Allez, passons à autre chose, j'ai besoin de parler d'un mème qui sent bon les animaux mignons et les arcs-en-ciel. Non, pas toi, pas encore. Numéro 3. My Little Pony, Friendship is Magic. Alors celui-là, ça aurait demandé un épisode entier pour en parler. Du coup, je vais être un petit peu succinct. Désolé les fans. Le dessin animé Mon Petit Poney, l'amitié c'est magique est la 5e série adaptant la célèbre franchise de jouets représentant des poneys. Elle a débuté en 2010 et a fini en 2019. Mais sa popularité a explosé en 2011 grâce à Internet. Enfin surtout grâce au même Internet. En effet, on peut voir sur 4chan de façon assez croissante les discussions autour de My Little Pony grossir sur le channel Cartoon durant l'hiver 2010-2011. Car oui, c'est sur 4chan, le fameux site internet qui se voulait le plus edgy du monde, que le délire est né, au point même qu'à une époque les modérateurs avaient pour mission de supprimer tous les délires autour de la série. Très vite les fans s'organisent et s'intitulent les Bronies, contraction de brother et de pony. Le délire étant de prêcher que sous des airs de dessin animé pour petites filles, en fait My Little Pony, c'est vachement bien. Un peu réticent, j'avais regardé à l'époque les 2 premières saisons et j'étais fan dès le 3e ou 4e épisode. Il faut dire que derrière ce reboot, il y a Lauren Faust, déjà storyboardeuse sur les Super Nana et Foster, la maison des amis imaginaires. Celle-ci a été mise en charge par Hasbro pour rénover la marque et faire quelque chose de bien plus dans l'air du temps. C'est drôle, punchy, avec des formes rondouillards et des personnages attachants. Et cela peut être très bien regardé par des petites filles que par des hommes adultes. Le dessin animé donne le là à tout un tas de cartoons qui vont suivre dans les années suivantes, destinés à la fois aux enfants, mais aussi à une fanbase geek et adulte. La série se sert des caméos et des personnages en arrière-plan de la série afin de faire des clins d'œil réguliers aux geeks, au point que certains poneys et chevaux qui apparaissaient régulièrement en tant que figurants vont avoir droit à leur fandom et à leur théorie. Ce poney, il ressemblerait pas à David Tennant, appelons-le Dr. Wove et imaginons des tas d'aventures où il voyage dans le temps. Ce poney-là qui louche, oh elle derpe, appelons-la Derpy et inventons-lui une fonction de messagère et une passion pour les muffins. Et le pire, c'est quand la série répondra en confirmant le lore inventé par les fans. D'ailleurs, la 2e vidéo de ma chaîne YouTube était consacrée à l'époque à une polémique qui avait traversé la série. Les mèmes sur My Little Pony vont tellement se développer que le site New York Meme va héberger un temps un site essentiellement consacré à ça. On y trouve des mèmes en pagaille, des histoires de poneys qui haussent les épaules, de Reine Celestia qui serait un troll, des catchphrases comme Forever, You're Going to Love Me ou 20% Cooler, le canon à fête, les explosions d'arc-en-ciel, les poneys avec des chaussettes, l'affreuse fanfiction sur les cupcakes, le fait que Lyra soit assise comme un humain sur un banc, etc. etc. Mais on trouve aussi des blagues sur le fandom comme le bro ouf, cette façon de se saluer entre bronies en mimant les sabots de chevaux. Et ça n'est que la face visible de l'iceberg, sans parler du culte autour de Pinkie Pie. Alors certes, chaque poney va avoir ses aficionados, mais Pinkie Pie à l'époque avait un statut particulier, venant du fait qu'elle avait un caractère imprévisible et qu'elle brisait parfois le 4e mur. Son personnage a dépassé le cadre des bronies et on l'a vu apparaître un peu partout, y compris dans des vidéos d'Anonymous. On a vu d'ailleurs des références à My Little Pony dans des manifestations d'Occupy Wall Street cette année-là. Et mine de rien, ça a été la porte ouverte à tout un tas de dessins animés, de séries, de jeux vidéo, voire de films, devenus célèbres grâce au même internet qu'ils avaient généré et cherchant à communiquer là-dessus. Au point où c'est devenu un gimmick un petit peu relou avec le temps. Les dessins animés qui utilisent des mèmes, c'était quand même mieux avant. Numéro 2. Les hipsters. 2011 marque vraiment le moment où a débarqué une interjection péjorative que l'on allait retrouver sur toute la décennie. Espèce
de hipster. À l'origine, le terme désignait des artistes bohèmes fans de culture jazz dans les années 40-50, c'est-à-dire des gens un petit peu décalés. Puis vers les années 2000, cela a commencé à désigner à la fois une mode et un état d'esprit, celui d'aller vers une forme de contre-culture, de retour vers les objets vintage, tout en ne se privant pas de la technologie. Allez, on va se faire un petit point Mad Dog il y a 10 ans parce que je me souviens très bien de l'endroit où j'ai commencé à en entendre parler. Ayant quitté mon job à l'été 2010, en 2011, j'écrivais tout un tas d'articles pour différents blogs, webzines, tout en étoffant des pages Wikipédia sur Doctor Who. Je continuais d'écrire les articles de la chronique facile pour le post.fr et une fois par mois sur Press Start Button, un agrégateur parlant de jeux vidéo sur lequel on peut retrouver quelques personnes ayant depuis bien percé sur YouTube. Ayant envie de faire comme eux, j'avais commencé à faire moi aussi des vidéos dans mon coin et à défaut de figurer sur la page d'en-tête, elles avaient fini par se faire remarquer par Kokobé, un des contributeurs du site, qui m'avait offert une chronique dans son podcast. Je dis ça parce que 10 ans après, je me souviens encore du coup de pouce. Merci mec. Bref, je me perds. À l'été-automne 2011, une personne de Pôle emploi m'avait envoyé faire un stage d'observation de rédacteur web dans une association autour de la promotion de la culture numérique. J'étais dans leurs locaux juste à côté d'un écrivain qui avait une chronique rock et satirique sur la ville de Rennes, et dont j'ai perdu totalement le nom. En lisant la série d'articles que j'avais fait sur les hipsters, celui-ci me disait que je caricaturais complètement le mouvement. Mais soyons honnêtes, lorsque les mêmes internet ont commencé à parler des hipsters, c'était pour se foutre de leur gueule et offrir une caricature au vitriol. Vu par le prisme des mêmes internet, les hipsters sont une bande de poseurs qui écoutent de la musique pourrie mais inconnue et ont un mode de vie totalement en contradiction avec leurs actions. Ils boivent de la bière Blue Pats Ribbon, portent des lunettes alors qu'ils n'ont pas de problème de vue, mettent pas de chaussettes dans leurs mocassins et critiquent tout ce qui est populaire pour le plaisir de dire qu'ils le connaissaient avant tout le monde. À cela, il faut ajouter un côté blogueur mal sapé qui porte la barbe. Je vois pas pourquoi vous me dévisagez comme ça. Vers le milieu de l'année 2011, le sujet a été à la mode. Il fallait s'en moquer, que ce soit via des photos ou via des personnages hipstérisés. Ainsi apparaît la figure de Hipster Kitty, un chat avec des lunettes qui est nostalgique d'une décennie qu'il n'a pas connue, crache sur des trucs mainstream et préférait les groupes de musique avant qu'ils ne sortent une seule chanson. On a aussi hipstérisé des personnages de Walt Disney, notamment la petite sirène qui explique qu'elle voulait des jambes avant même que les humains n'en aient eu, ou qu'elle écoute pas la radio, elle écoute le sonar. À vrai dire, il y a eu toute une vague visant à coller des grandes lunettes sur un petit peu tout le monde, histoire de les hipstériser et de les montrer en train de se plaindre que tout soit mainstream. Et puis petit à petit, on a commencé à de moins en moins se moquer des hipsters. Peut-être parce qu'on en est au fond tous devenus un. Regardez-moi, là, je vous parle quasiment que de même vintage, hein, des trucs comme Scumbag Steve, My Little Pony ou le Nyan Cat. Ou le Nyan Cat. Le Nyan Cat. Oui, on parle de toi, allez! Numéro 1, le Nyan Cat. Le Nyan Cat est né d'une combinaison d'ingrédients divers. Le premier ingrédient, c'est une Pop-Tarts, un biscuit nommé aussi Grillardise chez nous et consistant en une sorte de biscuiterie plate et rectangulaire recouverte d'un fourrage sucré sur chaque tranche. Le but d'une Pop-Tarts est d'être mise dans un grille-pain afin d'être mangée chaude, souvent au petit déjeuner. Le second ingrédient, c'est Marty, un chat gris de race bleu russe qui vivait chez un dessinateur du nom de Christophe Torres. Le 2 avril 2011, à l'occasion d'un livestream caritatif, celui-ci s'amuse à faire un gif mignon de son animal de compagnie, recouvert d'une Pop-Tarts, volant dans l'espace et laissant derrière lui une traînée arc-en-ciel. Le troisième ingrédient, c'est un mème japonais, le Nya 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 Nya. Il est né le 25 juillet 2010 lorsqu'un musicien japonais, Daniwell P, fit dire en boucle le mot Nya, l'onomatopée japonaise qui équivaut à notre miaou, par la vocaloïde Hatsune Miku. Le résultat donne une sorte de chanson en boucle assez rigolote. Le 6 avril 2021, une vidéo YouTube la colle sur le gif du petit chat dans l'espace. Gna 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 gna, plus chat et paf, ça fait des chocs à pic. Non, en fait, non, ça fait un même internet. Enfin, c'est une référence à une pub qui date d'il y a... Enfin, plus personne connaît. Enfin... Pourquoi je fais ça ? Le Nyan Cat cartonna à mort durant le mois d'avril 2011. On l'inséra partout, on en fit des parodies, on le cosplaya de manière très différente, on lui inventa une némésis en la personne de Taknane, et sa musique, aussi répétitive soit-elle, eut le droit à de nombreuses reprises et remixes. On fit aussi des jeux vidéo de type runner avec lui, il servit de barre de téléchargement et un groupe de hackers l'utilisera dans son logo. En réalité, il y eut tellement de dérivés que lorsque les marques se mirent à utiliser le Nyan Cat un peu partout, Torres dut leur faire
des procès pour utilisation non autorisée de sa création. On fit même des sites non-stop Nyan4 qui diffusaient le Nyan4 en boucle et un compteur pour savoir combien de temps vous alliez tenir. Bon, entre nous, il était assez facile de tricher en coupant juste le son de l'ordinateur. Mais mine de rien, aussi stupide que ça puisse paraître, c'est sans doute le mème le plus marquant de 2011. Dès que j'explique à quelqu'un que mon métier consiste à parler de mèmes internet, le nom de Nyan4 est souvent cité dans les mèmes qui l'ont plus marqué. Et c'est un petit peu normal, tant c'est un pur concentré de culture web de l'époque. C'est un gif animé, il est en 8 bits, il est à la fois inoffensif et super énervant, il y a un chat dessus, il y a l'espace et il y a un arc-en-ciel. Il est facilement détournable, facilement mémorable et plaçable un petit peu partout. Bref, le Nyan4, c'est la vie. Enfin, pas pour le Nyan4 originel qui est mort. Le 1er novembre 2012, un peu plus d'un an après la hype du Nyan4, Chris Torres apprit aux gens que Marty était mort d'une péritonite dans ses bras. Durant 24 heures, le site nyan.com changea son animation par un petit chat aux yeux fermés. 2 ans plus tard, Torres donnera son accord pour le lancement d'une monnaie virtuelle se nommant le Nyancoin. Comme pas mal de gens cette année, Torres vendra le gif du Nyan4 en NFT aux enchères, pour une somme qui crève absolument le plafond. Et... Non, j'attends parce que depuis 3 ans que je fais ce type de vidéo, à chaque fois il y a un numéro 0 et un personnage qui sort de sous le chapeau, et souvent je suis obligé de développer dans une nouvelle vidéo et donc d'en faire le teaser. Non, là ça va? Là il n'y a rien, ok. Bon ben on peut déclarer la vidéo comme finie. Rendez-vous l'an prochain pour 12 mèmes de 2012, dans 2 ans pour 13 mèmes de 2013, et dans 3 ans pour rien du tout. Voilà, la vidéo de 2014, elle a été faite en 2014 et vous pouvez la voir là. Merci à mon sponsor NordVPN. Alors, petite clarification, dans ma dernière vidéo, j'avais blagué sur le fait que mon prochain sponsor ne vous laisserait pas perdu sur une aire d'autoroute. Et quelqu'un a pensé que j'allais faire de la pub pour une autre compagnie de bus. En fait, c'est une vanne sur le fait que NordVPN n'est pas une compagnie de bus, du coup, elle ne peut pas vous laisser en rade sur l'autoroute. Voilà. Ceci dit, ce sont des gens assez fiables et sérieux, vu le soutien qu'ils continuent de m'apporter. Et comme je le rappelle, ils ont 1 mois d'essai gratuit et une hotline en français, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et comme toujours, vous avez le droit à une réduction pas dégueulasse avec le code promo MaddogVideo. Bon, pour la rentrée, j'annonce le retour des minutes mèmes. Si je ne me pète pas le bras, j'aurai le temps pour parler de mèmes plus récents. Donc n'hésitez pas à parler des mèmes qui vous ont le plus marqué de l'été en commentaire. Et vous savez ce qui reprend en septembre? Les conventions. Alors oui, pour y entrer, il faudra un pass sanitaire, faites pas les étonner. Mais je serai donc les 4 et 5 septembre à Japanante, avec un petit stand, mais ça va être sympa. Les 11 et 12 septembre au Geekfest d'Angers. J'aurai d'ailleurs une conférence spéciale pour l'occasion. Et les 25 et 26 septembre au Geek Days de Rennes. Alors oui, ça en fait un petit paquet de rendez-vous où vous pourrez me rencontrer, parler, demander des dédicaces, y acheter mes livres. Et si tout se passe bien, un nouveau livre sera sorti au début du mois. On y travaille avec mon illustratrice. Voilà, passez une bonne fin d'été à tous. À la prochaine.